Vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré avec Pascal D'Amico, Brand Design Ethos Director chez Decathlon. Après nous avoir présenté son parcours, Pascal nous explique les différents postes qu'il a pu avoir comme designer et design manager chez Decathlon, puis son envie de travailler sur les fondamentaux de la marque Decathlon et de son organisation. Il met en avant son intérêt pour le design en tant que capacité à générer des produits et des concepts, mais également comme élément fédérateur pour les équipes. Il nous rappelle la stratégie de Decathlon en 1976 de rassembler des sports sous un même toit, puis le développement des marques passion, pour aujourd'hui, avec la reconnaissance à l'international des produits iconiques, la nécessité de revenir sous la marque mère Decathlon. Decathlon est aujourd'hui certainement la 3e entreprise française employeur de designers. Pascal nous parle de l'organisation des équipes et des projets, quels que soient les sports. Il nous parle ensuite de son poste de Brand Design Ethos Director et des 3 expertises de l'équipe Brand Design Ethos. Le branding, corporate branding et product branding, les archives, capitalisation, héritage et valorisation, l'ADN de marque, fondation commune à tous les créatifs intégrés. Nous finissons l'épisode sur les indicateurs de performance associés au design. Si vous aimez notre podcast, pensez à lui donner de la visibilité en laissant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et pensez à vous abonner sur notre site acdi-asso.fr. Merci à vous. Enchantée et merci d'avoir accepté. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis vraiment ravi d'être là et d'avoir l'occasion d'échanger dans le réseau du design, pouvoir échanger un peu sur un métier qui est une passion avant tout, qui est une passion aujourd'hui qui réunit 2 choses qui sont importantes pour moi. Le design avec un grand D majuscule et la partie humaine. Parce qu'on travaille pas tout seul, on travaille avec des gens, on travaille avec des équipes. Donc ça aussi, c'est une partie qui est pour moi hyper importante, quoi. Pour revenir un peu à mes débuts, j'aimerais déjà remonter un petit peu jusqu'à mon parcours scolaire parce qu'en fait, il est un peu atypique. Je pense que j'ai fait des choix forts et pour le coup, ça m'a pas trop mal réussi en fait. En fait, moi, j'ai commencé le dessin, la création. Ça fait partie de ma vie depuis que je suis petit. Même en rediscutant avec mes parents, j'étais toujours en train de dessiner. Enfin, on l'a tous fait après, derrière, on a dessiné sur les marges des cahiers, machin. En fait, la création a toujours été là. Le fait d'entretenir un imaginaire fort a toujours été là aussi. Donc, j'ai toujours eu cette envie-là de mêler cette appétence à ce que je voudrais faire plus tard. Au début, j'ai eu un parcours standard avec un bac scientifique. À la sortie du bac, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une MANA, une mise à niveau en art appliqué. Donc, j'ai fait ça entre Marseille et Aix parce que je suis originaire de Marseille, pour pouvoir déjà commencer à me connecter un peu avec les métiers des arts appliqués à l'industrie. Et derrière, je suis rentré au lycée Jean Perrin à Marseille sur ce qu'on appelait à l'époque un BTS assistant en création industrielle, qui est devenu aujourd'hui une licence designer produit. Donc à l'époque, c'était 2 ans. Donc j'ai fait ça là-bas et à la suite des 2 ans, en fait, j'ai voulu forcément continuer mes études, mais il y avait à la fois pas beaucoup d'informations sur ce qui se passait à l'époque. Parce que là, je pars d'une époque, c'était 2003. Donc il fallait un peu à la pêche aux infos. Et effectivement, il se trouvait devant moi plusieurs portes. Il y avait les DSA, les diplômes supérieurs d'art appliqué, qui allaient à l'époque proposer un bac plus 4. Il y avait les écoles nationales supérieures qu'on connaît avec par exemple les ateliers, les arts déco. Et on commençait à entendre parler, surtout via l'automobile à l'époque, des écoles privées comme Strait College ou comme Créapol, surtout à mon époque. C'était ces 2 écoles-là qui ressortaient avec un certain billet au niveau de l'entrée. Moi, pour être honnête, je suis allé aux portes ouvertes de partout pour me faire des conditions, pour voir ce qui allait m'aller, ce qui pourrait essayer en fait d'étayer mes envies, les compétences que je recherchais pour pouvoir faire mon métier de designer. Et au final, j'avais fait le choix, c'était de me présenter à Lyon à la Martinière pour le DSA, et j'avais fait un autre choix de présenter un dossier aussi à l'école Boulle à Paris. Il se trouve que j'étais pris à Boulle, mais que mine de rien, quand j'ai fait la porte ouverte, il y a quelque chose qui m'allait pas. Et le question qui allait pas, en fait, après des années de réflexion et de prise de recul, il y avait un côté très fort en storytelling, très fort en artisanat, parce que l'école Boulle vient de là. Mais la réalisation en tant que telle et les réponses aux problématiques des gens, je trouvais ça un petit peu plus en dessous des attentes que j'avais, où j'avais vraiment de manière très humble, l'envie d'être dans la lignée du Bauhaus, c'est-à-dire de poser des solutions qui allaient vraiment améliorer la vie des gens. Et j'avais besoin de revenir un peu plus à du concret. Et en fait, à cette époque, en continuant à chercher, j'ai trouvé l'Université technologique de Compiègne, qui proposait un diplôme d'ingénieur génie mécanique avec une filière design industriel. Donc, je savais qu'en partant là-dedans, je n'allais pas sortir
forcément avec le même niveau que des gens qui allaient faire 5 ans de design, mais j'ai pris ce risque-là. J'y suis allé, je m'y suis beaucoup plus retrouvé. J'ai fini mes études en Suède, dans un grand département de design, une école qui s'appelle l'Université technologique de Luleå, qui est en Laponie. Donc j'ai pu redécouvrir aussi des pays d'Europe hyper cool, quoi. Et à la suite de ça, donc vraiment, au final, en fait, les diplômes que j'ai, c'est pas important. C'est les compétences que j'ai acquises pour pouvoir faire mon métier de designer produit. Donc ça aurait pu être risqué, en fait, sur le marché du travail, de se positionner, mais en fait, vous êtes ingénieur, vous êtes designer, vous êtes quoi? Vous êtes entre les deux. Ben, en fait, ça m'a permis de rentrer chez Decathlon directement, d'avoir un stage direct. Et après, ça a été une question de posture, à savoir que moi, je me suis toujours présenté en tant que designer et pas en tant qu'ingénieur avec une spécialité du design. Et j'avais un book, parce que venant d'un BTS design, j'avais travaillé un book sur des problématiques de mon quotidien d'étudiant, sur des petits espaces, des choses multifonctionnelles, qui faisaient que j'avais étayé toutes ces choses-là. Ça m'a permis de rentrer chez Decathlon en stage à l'époque, donc c'était en fin 2005, début 2006. À l'équipe qu'on appelait à l'époque le Decathlon Design. C'était l'équipe centrale, en fait, qui était animée par le directeur du design de l'époque, qui était Philippe Picot, qui a monté, en fait, toutes les cellules de design chez Decathlon et qui, après, a fini sa carrière chez Carrefour. Donc, j'ai commencé là-bas. Et après, j'ai été embauché dans un service pendant 2 ans qu'on appelle aujourd'hui le Retail Lab. Donc, en fait, c'est un service qui s'occupe de travailler toute l'expérience magasin, en fait. Donc ce thème-là, il est nouveau. Par contre, à l'époque, on appelait ça le concept. Et concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur des architectures avec les archis et j'ai surtout refait tous les mobiliers de magasin avec un gros travail d'exploration sur terrain pour faciliter en fait l'intégration des différents éléments qu'avaient les vendeuses et les vendeurs en magasin et pour être sûr que ce que j'allais leur proposer en termes de mobilier, ça allait les aider dans leur quotidien. Et à partir de là, après ces 2 ans-là, moi, je suis parti dans notre branche du fitness qui à l'époque était représentée par la marque passion qu'on appelait Domios. Donc là, j'ai passé 12 ans dans les équipes de fitness, d'abord en tant que designer produit junior pour le coup, et là j'ai travaillé sur toutes les typologies de produits, du tapis, de la natte de yoga jusqu'au gros tapis de course en passant par les accessoires de musculation, et j'ai touché tous les process, toutes les matières, toutes les typologies de produits, donc ça a été hyper riche, jusqu'à prendre la responsabilité du management de l'équipe design produit du fitness. Donc ça, c'était en 2013. Et puis derrière, en 2015, rapidement, j'ai pris le management en fait de toute l'équipe de design de Domios, donc une équipe de designers où il y avait à l'époque une vingtaine de designers, en comptant les alternants et les stagiaires. Donc il y avait 2 alternants et une stagiaire à cette époque-là. Et donc une équipe pluridisciplinaire, donc il y avait des apparel designers, donc des stylistes, des designers produits, des designers graphiques, des designers tendance, des designers couleurs, des designers footwear. Donc vraiment une équipe complète, pour aller de l'inspiration jusqu'à la concrétisation, quelles que soient les familles de produits. Et derrière ça, j'ai continué sur différents périmètres dans le fitness, en fonction des différentes stratégies de notre groupe, jusqu'à il y a 2 ans et demi, avec aussi, j'ai oublié, c'est vrai que à un moment donné, j'ai eu une casquette aussi sur l'innovation, j'ai une casquette aussi, une petite casquette, je ne l'ai pas gardée longtemps, sur aussi l'animation des équipes design et des équipes de communication en même temps. L'objectif, c'était de lier ces équipes-là pour pouvoir intégrer la communication en amont et travailler un storytelling dès le début et pouvoir en fait avoir un passage de témoin entre la finalisation d'un projet et la manière dont elle va être communiquée la plus fluide possible et qu'en fait, toutes les histoires qu'on a quand on crée un produit, elles puissent se retrouver vraiment au niveau de nos clients et de nos clientes en magasin après derrière. Et il y a 2 ans et demi, donc après avoir fait toutes ces années là dans le fitness, j'ai eu envie déjà c'est une envie personnelle, c'était de revenir sur un travail plus, comment je pourrais dire ça, avoir un impact fédérateur, mais non pas que dans le fitness, plus au niveau du groupe. Et retravailler, non pas à un niveau sport, mais bien à un niveau de la marque Decathlon, parce qu'à ce moment-là, le PDG de l'époque était en train de remettre Decathlon comme la marque prioritaire en fait en termes de stratégie. Et donc ça, moi, ça m'a énormément donné envie. Et en fait, quand la nouvelle patronne design est arrivée, c'est-à-dire ma patronne actuelle, Keren Zanil, j'ai embarqué dans le projet directement avec elle. Je l'ai aidé à reconstruire ce qu'on appelle aujourd'hui le Decathlon Central Design, qui est l'équipe centrale de Decathlon. Et on fait le lien entre les stratégies portées par notre comité exécutif et comment derrière on va traduire ça en direction, en stratégie, en tactique et en outils pour tout le réseau des designers de Decathlon, sachant qu'on est, j'ai pas le chiffre exact, mais on est entre 400 et 450 dans le monde, designers multispécialistes. Oui, effectivement, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, on est juste la 3e boîte de design intégré à France, juste derrière Peugeot et Renault, quoi. Donc pour le coup, oui, effectivement, la communauté de design chez Decathlon,
elle est assez grande et en fait, on est vraiment au service de cette communauté-là. Donc voilà. Après, en termes d'organisation interne, aujourd'hui, Decathlon en fait fait un peu le schéma inverse des grandes marques qu'on connaît, comme Nike ou Adidas, qui eux sont partis d'un travail marketing d'une marque à partir d'un sport et ils ont diffusé après sur un périmètre global. Et nous, on a fait l'inverse. Decathlon est né en 1976 sur d'abord l'envie de proposer tous les sports sous un même toit. Donc avec un axe vraiment retail. De toute façon, le fondateur, c'est Michel Leclerc, qui est de la famille Mullier, donc qui a été élevé à l'entrepreneuriat, au côté rendre accessibles les choses aux gens. Donc toutes ces notions-là sont dans l'ADN de Decathlon. Donc Decathlon est arrivé avec ça. Et en fait, au fur et à mesure, Decathlon a pris conscience qu'il pouvait concevoir ses produits parce que ça a mené énormément de choses sur la maîtrise des coûts, par exemple, qui permettaient de pouvoir tenir la promesse de l'accessibilité tout en essayant de garder un équilibre avec la valeur perçue. Et donc, on est né de ça. Derrière ça, il y a eu un split à un moment donné où Decathlon s'est vraiment positionné sur la partie retail et on a laissé la part belle de conception et d'émotion à ce qu'on appelait à l'époque les marques passion. C'est-à-dire qu'il y en a eu, d'abord, il y a eu 20 grosses marques passion avec les plus connues, c'est Quechua, Between, Tribord, Domios, etc., Artengo, Kipsta, j'ai plus les verts en tête, mais voilà. Donc il y a eu toute cette stratégie-là. Donc vraiment un gros split entre la partie retail et la partie conception. Et aujourd'hui, sans trahir le secret, aujourd'hui Decathlon se réaligne derrière Decathlon. Cette chose-là, c'était une vision très très française. Et Decathlon a rapidement grossi. Et en fait, il faut prendre en compte une vision mondiale. Quand on parle de nos produits iconiques, aujourd'hui, il y a vraiment 3 produits qui ressortent. Il y a l'attente 2 secondes, il y a le masque Easy Bress et il y a le filet Rollnet pour pouvoir jouer au sport de raquette un peu de partout. Nos clients dans le monde entier parlent de l'attente de Decathlon, du masque de Decathlon, du filet de Decathlon. Donc aujourd'hui, la puissance qu'on a, elle est derrière Decathlon. Et ce qu'on a envie de faire, en fait, c'est juste de révéler ce qu'on ne révèle pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 450 designers, qu'il y a des équipes de conception aux 4 coins de la Terre, qu'il y a des équipes de R&D, et qu'en fait, tout ça, ça nous permet aujourd'hui d'être fiers, de proposer une offre où 95% des produits que vous retrouvez dans un Decathlon physique, c'est des produits qui sont passés par les équipes de conception en interne. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous et qu'on ne diffuse pas assez. Et par rapport à ça, donc au niveau des organisations, effectivement, derrière, les designers sont organisés par sport. Et ce qui est cool chez nous, c'est que l'organisation par sport, dès le début, on s'est dit autant faire que possible, positionner les sports au plus près de leur terrain de pratique. Donc aujourd'hui, en France, on a tous les sports de montagne qui sont au pied du Mont Blanc, entre Passy et Sallanches. On a carrément les équipes de Simon, donc une vieille marque qui est plus que centenaire, qu'on a racheté il y a quelques années. Ils ont eu leur site qui est vraiment, alors pour le coup, ils sont vraiment en bas du Mont Blanc. Donc ça, c'est cool. On a des sites à Cestas, à côté Bordeaux, où là, il y a la chasse et la pêche, où c'est une région qui est dominée par ces sports-là. On a un site à Hendaye sur tout ce qui est sport de glisse aquatique, snorkeling. Et on a un nouveau site qu'on a ouvert l'année dernière à La Rochelle, avec tous nos sports de voile. Donc, on essaie vraiment de positionner les sports au bon endroit. Après, on a aussi des équipes à l'étranger. On a une équipe de conception en Italie, on a une équipe de conception en Inde, on a une équipe de conception en Chine et on a aussi des designers au Brésil. Donc, vraiment, il y a des équipes réparties aux 4 coins du monde. C'est des designers qui ont une responsabilité sur la création de solutions. Parce qu'on a aussi après des designers dans ces 450 designers qui sont plutôt liés aux équipes e-commerce. Donc là, c'est plutôt du graphisme. Tout ce qui est banderole, médias, réseaux sociaux, etc. Là, quand j'ai parlé des équipes de conception, c'est vraiment des gens qui agissent sur les solutions en fait, qu'on propose à nos clients et à nos clientes dans nos magasins, dans nos applications ou dans nos plateformes commerciales. Et quelles que soient les équipes et les métiers, les produits, vous avez tous la même manière de travailler, la même organisation ? Alors, en termes d'organisation, oui, c'est-à-dire qu'on est répartis dans des équipes de sport qui sont animées par des leaders sport. En fonction des tailles des équipes, il y a effectivement différentes hiérarchies des métiers du design, mais en gros, il y a soit des leaders design qu'on appelle chez nous, qui sont des managers fonctionnels, donc ils n'animent pas de l'humain, ils animent les projets et ils fédèrent les gens autour des projets. Et après, il y a des directeurs du design qui, eux, ils ont une responsabilité de management humain sur les équipes.
Donc, c'est-à-dire animation, management, missionnement, pilotage de la performance, augmentation à la fin de l'année, enfin, etc., par rapport à ça. Mais de manière générale, oui, on a la même organisation par rapport à ça. On a aussi, de manière globale, les mêmes jalons au niveau des plans projets. Après, c'est plutôt le timing qui peut changer en fonction des typologies de produits. Les temporalités ne sont absolument pas les mêmes, forcément. Par contre, on passe par les mêmes jalons avec les mêmes types de livrables à l'intérieur. Voilà. Dans la nouvelle politique, nous, on aimerait quand même arriver à avoir finalement une vue globale par typologie de produit. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en même temps sur la chaussure, qu'est-ce qui se passe en même temps sur le textile, etc. Ça, c'est un travail qui est en cours. Donc, ça sera une vision plus transversale par rapport à la nature du produit, quel que soit le sport qui l'apporte. Exactement. C'est-à-dire la chaussure en général, qu'on soit sur le tennis, sur le trail ou sur le running. Oui, et ça nous permettrait, nous, d'avoir une vue globale des gammes qui sont proposées de manière mondiale par Decathlon. Aujourd'hui, on a plutôt une vue par sport. Ok. Et donc, votre nouveau poste de Brand Design Ethos Director, qu'est-ce que c'est ? Voilà, alors il est très pompeux, mais pour le coup, il est plein de sens. Déjà, voilà, derrière ce titre-là, je suis directeur du design, donc dans l'équipe du Central Design. Et ce titre, en fait, il renvoie à une équipe où je manage 3 expertises, en fait. Je manage ce qu'on appelle le Brand Heritage, qui est en fait les archives de Decathlon. C'est quelque chose qui a... la marque a toujours regardé devant, elle n'a jamais trop capitalisé sur le passé. Et pour le coup, pour construire le nouveau positionnement de Decathlon, il faut savoir qui on est. Et pour savoir qui on est, en fait, il faut être en phase avec son passé, savoir pourquoi on est arrivé là et comment on est arrivé là. On a remonté le projet des archives, qui est un super projet qui dépasse complètement le cadre du design, clairement, parce qu'aujourd'hui, des archives, on va pouvoir en avoir forcément sur le design, sur la création de produits, mais on va en avoir sur l'architecture des magasins, on va en avoir sur le management humain, parce qu'il y a une forte appétence sur le management en interne. Voilà, donc le spectre est très, très large. Il fallait bien commencer par quelque chose. Et donc, on a commencé par la partie design et conception, ce qui est très bien aussi, puisque le produit chez Decathlon est vraiment star. Donc, il y a cette première expertise-là. La deuxième expertise, qui est une expertise pour le coup, qui prend le plus d'importance aujourd'hui, c'est le branding. Donc, c'est vraiment le corporate branding et le product branding, c'est-à-dire comment la marque, la création du logo, comment la marque va se positionner par rapport à ça, comment on va utiliser les logos, le ton de voix, les images associées, comment on va marquer nos produits en fonction des typologies, en fonction des montées en gamme, etc. Donc, c'est vraiment le marquage complet, ne serait-ce même après comment on va donner une cohérence sur les différents pictos utilisés, que ce soit en magasin, que ce soit en digital. Enfin, l'objectif, c'est de rendre cohérent tous les points de contact que peut avoir une marque avec ses clients et ses clientes. Donc, on a le produit, le corporate, le digital, le retail, le marketing, la communication. Tout n'est pas sous le giron, mais on travaille vraiment en réseau avec les autres métiers pour être sûr que le résultat final, c'est d'apporter une nouvelle image de marque à Decathlon et une image qui soit cohérente dans tous les points de contact. Et la dernière expertise qui est liée à ça, pour finir, c'est ce qu'on appelle, on peut appeler ça les design ethos, si on reprend un peu l'historique de Dieter Rams, ou les principes design. On peut résumer par ça aussi par de l'ADN, mais en gros, je suis en train de compiler quel est l'ADN créatif d'un produit Decathlon et comment il va pouvoir alimenter en fait tout le monde sur tous les points de contact. En gros, pour résumer ce que je gère, Decathlon, c'est une maison. Nous, on est dans les fondations, c'est-à-dire le plateau qui tient tout et qui donne une base commune à tout le monde. D'accord, c'est très intéressant. Ça n'existait pas avant ça. Pas exactement comme ça. Là, avec le nouveau projet, déjà nous qu'on avait écrit il y a 2 ans et demi avec l'équipe du Central Design sur justement parce que tout partait de la valeur de style. Et le projet, c'est de dire ok, mais un style, il est au service de quelque chose. Et donc la question qu'on a posée, c'est il est au service de quoi ? Il est au service de la marque. De la marque de qui ? De Decathlon. Ok, donc c'est quoi une marque et c'est quoi Decathlon ? Donc on a tiré la bobine et en fait ce qu'on a apporté pendant presque 2 ans à travers ce nouveau projet du design, en fait il a énormément alimenté le travail stratégique qui a été mené par notre nouvelle PDG qui est arrivée l'année dernière, Barbara Martin Coppola, qui a réécrit avec les équipes exécutives tout le nouveau projet Decathlon. Et effectivement, nous, il faut trouver qu'on s'est pas trop trompé sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on avait écrit. Ça a énormément alimenté cette stratégie-là finalement de revenir sur une cohérence, de jouer avec nos forces
Aujourd'hui, nos forces, c'est Decathlon, ce que ça représente en termes d'attractivité, en termes d'émotionnel, en tout cas d'émotionnel, de liens qu'on a tissés avec les gens. On parle d'une graine d'humanité qui est assez forte chez Decathlon, d'une proximité assez forte aussi. Et ça, on a envie de le décupler, en fait, d'en parler plus et de le décupler. Voilà le petit programme sur lequel je travaille actuellement, quoi. Ouais, et ben, vous n'allez pas vous ennuyer. Non, je m'ennuie pas. Et donc, j'ai une dernière question pour finir ce podcast sur les indicateurs de performance du design dans une entreprise comme Decathlon, dans laquelle on voit que le design a pris quand même énormément de place, bien plus qu'ailleurs. Et à un moment, il faut que le design montre en quoi il crée de la valeur, quels sont ses indicateurs de performance. Je suis sûre que chez Decathlon, vous avez mis ça en place, donc sans dévoiler d'informations confidentielles. Est-ce qu'il est possible à un moment de nous parler des indicateurs de performance que vous avez mis en place pour valoriser et mesurer la création de valeur du design? Oui, bien sûr. Déjà, la création de valeur, c'est un bien grand mot. Essayer de piloter des indicateurs directs sur comment on crée de la valeur, honnêtement, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai plus de cheveux sur la tête, mais pour le coup, on pourrait s'arracher les cheveux. Aujourd'hui, des indicateurs qu'on associe au design, forcément, on est dans une entreprise qui vient du retail. Donc, il y a une partie commerciale et économique qui est là. Mais on va dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de faire, il y a 4 grandes familles. Il y a la partie économique, il y a la partie management humain, surtout quand on est leader ou directeur. Il y a la partie éco-conception. Et la dernière partie qui vient d'arriver, et c'est un outil qu'on est en train de mettre en place, c'est ce qu'on appelle soit un brand index, soit un brand tracker. C'est-à-dire, en fait, c'est un outil qui va nous permettre de voir, avec la possibilité de se comparer aux concurrents qu'on aura choisi d'identifier, de voir comment, en fait, l'image de la marque est perçue de manière mondiale. Et ça va être quelque chose d'hyper important pour nous, parce que tout le travail qu'on mène, en fait, derrière, qu'on soit dans une équipe centrale ou dans une équipe sport, il va être au service d'améliorer l'image de la marque de Decathlon. Donc, au niveau économique, en fait, c'est pas compliqué. On parle de croissance de quantité, on parle de croissance de chiffre d'affaires. Oui, les croissances sont encore là. Oui, c'est encore des croissances économiques. Mais de contrepartie, on parle de croissance aussi au niveau du sustainable et de l'éco-design et de l'éco-conception. Donc ça passe par différents indicateurs comme les indicateurs de l'impact CO2 en tonnes, donc la réduction de l'impact CO2, la réduction de l'utilisation des énergies en production comme l'électricité, comme l'eau, le taux aussi d'éco-conception sur nos produits, c'est-à-dire en quoi nos produits sont éco-conçus et en quoi le nouveau produit qu'on propose, il est beaucoup plus propre, entre guillemets, que le produit qu'on remplace, sachant que sans être langue de bois, on sait très bien que dès qu'on produit quelque chose, on impacte, qu'on soit bien clair. L'objectif, c'est de moins impacter. Par exemple, le minimal waste design, donc c'est-à-dire la capacité à créer des textiles en réduisant au maximum la chute des tissus. Ça, c'est quelque chose qui nous rentre en fait comme quelque chose d'obligatoire dans tous les textiles qu'on va mener aujourd'hui et demain. Donc il y a ça. Pour les managers, nous, on a vraiment des KPI sur le nombre d'entretiens par an. Où normalement, l'historique de Decathlon, c'est d'avoir un entretien par mois, un entretien à mi-année, un entretien à fin d'année. L'objectif, en fait, c'est qu'on ait un suivi vraiment régulier avec nos équipes. On a aussi des indicateurs qui sont liés à un baromètre qu'on a chaque année en interne, qui prend en fait la température sur notre prise de plaisir à travailler chez Decathlon, que ce soit dans la relation, dans la mission qu'on a, dans la relation avec nos supérieurs, dans la relation avec nos équipes. Et ça, en fait, on a une photo générale sur laquelle nous, on est animé en tant que patron. Si ça va, tout va bien. Si ça va pas, on va aller voir les RH. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que derrière, c'est des indicateurs qui sont liés à l'humain, dans le design pour le coup, mais là, qui sont liés à l'humain. Et c'est vraiment transversal à tous les métiers. Et après, derrière, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, j'ai parlé effectivement du brand tracker, j'ai parlé des indicateurs économiques, j'ai parlé des indicateurs sur l'éco-conception. L'éco-conception, ça va aussi jusqu'à impacter la relocalisation des usines de production. Hein. Voilà, on est en train de réouvrir des usines en France sur des produits. Donc ça c'est très très bien. Et donc le dernier, c'était les indicateurs sur le management humain. Voilà, aujourd'hui on est sur ces indicateurs-là. Donc la réponse directe sur un indicateur de performance lié à la création de valeur, j'en ai pas. On a un tout. Et j'ai envie plutôt de parler de création de valeur avec un S.
qui est déjà le gagnant-gagnant pour le collaborateur, le collaboratrice, à être chez Decathlon, à prendre du plaisir et à se projeter dans le futur par rapport à ça. Et puis après, il y a le gagnant vis-à-vis de la société, à avoir des gens brillants, des gens impactants, des gens impliqués par rapport à ce que la société elle le met en avant. Et aujourd'hui, clairement, l'éco-conception, c'est le deuxième axe prioritaire de la boîte depuis déjà plusieurs années. Et on va continuer à appuyer là-dessus. Encore une fois, sans langue de bois, on essaie de manager la chèvre et le chou. Ça pose beaucoup de questions. Cette notion de croissance, moi, j'aurais tendance à dire que la croissance, il y en aura toujours, mais il faut savoir ce qu'on met derrière. Notre président fondateur, Michel Leclerc, disait que, et je pense que je vais finir là-dessus en conclusion, finalement, la croissance de chiffre d'affaires, c'est la conséquence. L'objectif du quotidien, c'est de faire en sorte d'avoir des bonnes relations et que nos clients ils viennent chez nous, quoi, qu'ils soient heureux. C'est une très belle conclusion, ça. Voilà, merci beaucoup, Annabelle. Merci beaucoup, Pascal. Merci pour cette participation et pour nous avoir expliqué toute cette nouvelle organisation chez Decathlon. Avec plaisir.